Ensauvagement, deux France qui vivent côte à côte, mais qui bientôt pourraient vivre face à face. C'étaient les mots de l'ancien ministre de l'Intérieur qui est décédé ce week-end, Gérard Collomb. En quittant le ministère de l'Intérieur, il disait: c'est la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de la République, et il redoutait ces affrontements. Est-ce qu'on y est? Oui, on y est depuis déjà un certain temps, mais c'est un processus qui va crescendo. Lentement, il ne date pas d'hier ni de la semaine dernière. Il y a des cycles de la violence en France. Les premiers ont été ce qu'on appelait les Apaches qui se surinaient, c'est-à-dire qui se plantaient au couteau dans les années 1900, 1901. Si vous voulez revoir Casque d'Or en docu-fiction moderne, vous découvrez ce qu'est la réalité de l'époque. Et puis, il y a une phase de civilisation, je dirais plutôt de pacification des mœurs, parce que la police a imposé ses règles, que l'éducation a imposé les siennes, que la société faisait société, c'est-à-dire que non seulement elle donnait des règles, mais elle les appliquait, elle les imposait jusqu'à la fin des années 70, où le système a commencé à basculer dans autre chose, une très grande libéralisation après un très grand conservatisme, trop de règles qui tuent les règles, trop de liberté qui tue la liberté. Et aujourd'hui, on est dans cette phase d'affrontement qu'annonçait très bien Gérard Collomb, parce qu'il était d'abord maire de Lyon, qui est une ville qui connaît des difficultés dans certains quartiers, la Duchère et quelques autres, que reconnaît d'ailleurs l'actuel maire de Lyon aujourd'hui, et sur lesquels on se rend compte que les grandes villes, le centre de certaines grandes villes, les banlieues de certaines grandes villes, et désormais la zone dite urbaine, la zone entre deux, entre l'espace très rural et l'espace qui connaît des moments un peu difficiles, il y a une évolution et un lent développement des violences au même rythme que le trafic de stupes. Des violences, des affrontements, mais avec une accélération ces tout derniers jours. Il y a eu la mort de Thomas à Crépol, et puis il y a eu ce week-end des ratonnades. Je crois que le mot, mais vous allez nous le dire, est tristement juste. 80 militants d'ultra-droite qui ont fait une véritable descente dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, armés de barres de fer et de bâtons. Est-ce qu'on est dans cet affrontement de racisme avec des ratonnades comme cela, comme ça s'est passé à Romans-sur-Isère? En fait, une des craintes les plus importantes, notamment du gouvernement, c'est qu'il y ait un Naël à l'envers, c'est-à-dire un mouvement de rétorsion, d'expédition punitive, d'émeute, organisée non pas après la mort d'un adolescent ou d'un jeune tué par la police, mais la mort d'un jeune tué par une bande ou un groupe, et si possible issu des quartiers, des cités ou de l'immigration, en fonction des adjectifs et des qualificatifs qui seront donnés par les uns ou par les autres. Et cet état de violentisation de la société française n'est pas lié seulement à cela, c'est un état de développement général. J'ai entendu avec beaucoup de stupéfaction vous savez, les éléments de langage donnés par tout le monde sur le niveau des homicides en France qui seraient stables et qui n'auraient pas beaucoup évolué. En fait, effectivement, les homicides ont été divisés par deux avant de remonter de manière très forte depuis 2015-2016. Depuis 2015-2016, ce sont les attentats. C'est un accident statistique. Sauf que depuis, non seulement ça n'a pas redescendu, il n'y en a pas eu d'attentats massifs depuis, mais ça a continué à monter d'une manière tellement forte que si on regarde les chiffres des 10 premiers mois de cette année, on est à peu près sûr que l'année sera pire que l'année précédente. Et si on prend les homicides et les tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, les 4 dernières années, y compris 2023 qui sera la 5e, sont les pires années depuis que l'appareil statistique existe. C'est-à-dire que le niveau de violence dans la société française n'a jamais été aussi élevé. Et d'ailleurs, je vous fournirai tout à l'heure, vous pouvez le mettre sur votre site, l'état exact, année par année, depuis 1972, de l'évolution des violences physiques en France. Et donc, ça empire. Ça empire. Alors, je suis très frappée par ce que vous nous dites, Alain Boer, parce que ici même, à ce même micro, Laurent Nunez se réjouissait, donc le préfet de police, se réjouissait des premiers éléments, des premiers chiffres, laissant entendre qu'en effet, c'était moins pire à Paris. Mais surtout, vous dites ce que redoute, j'ai bien entendu ce que vous disiez, ce que redoute le gouvernement aujourd'hui, c'est une forme de Naël à l'envers. Est-ce que, redoutant cela, il y aurait de la part du gouvernement une manière de vouloir en quelque sorte ne pas mettre de l'huile sur le feu, donc ne pas forcément donner les prénoms? C'est ce qu'a laissé entendre le Figaro ou le Journal du Dimanche hier, qui disait que de manière spécifique, le ministère de l'Intérieur avait particulièrement verrouillé l'accès aux informations
pour que le prénom de ceux qui ont attaqué Thomas ne soit pas connu du grand public. Est-ce que c'est vrai ? Et par ailleurs, Alain Boer, quand vous dites les chiffres, les éléments de langage, est-ce que là encore, ce serait le signe qu'on tente de ne pas trop dire pour ne pas envenimer les choses ? Alors d'abord, un gouvernement, c'est pas fait pour envenimer les choses. Enfin, pas en France, en Argentine peut-être, avant M. Bolsonaro au Brésil ou Donald Trump. Mais nous n'y sommes pas encore, et heureusement d'ailleurs. Donc un gouvernement, c'est fait pour créer de la pacification. Deuxièmement, l'affaire des prénoms, des noms, etc. Moi, je suis pour ne pas avoir une politique à géométrie variable. Soit on ne donne aucun nom ni aucun prénom et juste les initiales, ce qui est une règle qui me paraît extrêmement saine, surtout quand on ne sait rien sur rien, et qu'au fur et à mesure de l'enquête, il est démontré que celui qui aurait pu n'a pas été reconnu par, un certain nombre de témoins disent, d'autres disent l'inverse ou n'ont pas entendu la même chose. Une enquête, c'est une enquête. Ça ne se gère pas au quotidien sur, pardonnez-moi, dans les médias, pas plus ici qu'ailleurs. Et vous faites aussi référence au fait que, y compris les politiques, se sont immédiatement saisis des moindres témoignages qui étaient sortis, et notamment dans le Dauphiné libéré. Trop vite, sans rien savoir. Et donc le buzz sur le buzz en matière criminelle, en matière de violence, en matière de douleur des familles, n'a aucun intérêt et ne sert qu'à alimenter la tension. Qu'il y ait ensuite, et on va le voir lors par exemple du jugement, enfin du passage devant le tribunal, des collégiens qui ont indiqué le professeur Paty, au mécanisme qui a conduit à la mort de Samuel Paty. Il y a un très bon papier ce matin dans Le Parisien qui en démontre à la fois l'attrait de l'argent, l'attrait d'une certaine forme d'être quelqu'un dans un univers où on n'est personne, de télé-réalité du pauvre, de tiktokisation, d'esprit faible. Tous ces éléments-là, ils doivent aussi être appréhendés. Et donc, de ce point de vue-là, la pacification est plutôt utile. Par contre, le fait de ne pas dire les choses est un drame parce qu'il ne construit que la radicalisation et l'extrémisation. Il y a un certain nombre de faits qui sont connus sur la place des étrangers dans la criminalité et la délinquance. Il n'y a pas d'éléments sur la place des Français issus de l'immigration sur le sujet, donc ça ne sert à rien d'en dire ce qu'on veut. Il n'y a aucun élément qui permette d'en dire quoi que ce soit. Peut-être un jour faudra-t-il y avoir des outils. Ben non, il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais tant mieux. Ou est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait ? Je suis pour avoir ce débat. Un certain nombre de pays ont des statistiques ethniques. La France a d'ailleurs utilisé une étude trajectoire et origine qui donne beaucoup d'éléments d'information, non pas à partir de l'idée que je me fais d'un étranger ou d'un immigré, mais de l'idée qu'il se fait lui-même de son trajectoire et de ses origines. Et de ce point de vue-là, on peut faire des choses légales et intelligentes et intéressantes. L'Observatoire de la délinquance, quand je le dirigeais, a diffusé la statistique exacte des étrangers mis en cause dans des affaires de criminalité. C'est assez facile. Plus c'est grave, moins il y en a. En général, ils sont mis en cause essentiellement pour leur statut irrégulier sur le territoire ou pour des bagarres entre eux ou pour des petits vols de subsistance. Donc, il faut aussi se rappeler. Deuxièmement, ce qu'on dit aujourd'hui des Maghrébins ou des Africains, on disait la même chose des Polonais blonds aux yeux bleus catholiques, des Italiens ou des Espagnols bruns aux yeux bruns catholiques, dans les mêmes manières. Les journalistes, de ce point de vue-là, n'ont pas beaucoup d'imagination dans l'idée qu'ils se font de la représentation de l'étranger dans leur part de criminalité. Maintenant, il est exact que la communautarisation, le renfermement sur soi, une certaine forme de déshumanisation et de désocialisation à la fois scolaire et familiale pose des problèmes d'augmentation massive des violences physiques qui touchent essentiellement, il faut le rappeler, des jeunes, des femmes, des enfants, des personnes issues de l'immigration dans un niveau de violence terrible et que tout gouvernement, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, essaye de contenir parce que la communication doit toujours être bonne. Ça augmente moins vite ou ça baisse. La réalité, c'est que les enquêtes de victimation, là où on demande aux gens ce qu'ils ont subi et pas seulement ce qu'ils ont déclaré, indiquent le contraire. L'intérêt d'un gouvernement, c'est toujours d'admettre la réalité et en admettant la réalité, de lutter contre les phénomènes. C'est le cas pour MeToo, c'est le cas pour l'inceste et ça devrait être le cas pour les violences, y compris communautaires.